Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois on va rentrer dans les réglages et les menus du Lumix GX80. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis photographe et vidéaste professionnel depuis 2017 dans la région de Nice. Et sur cette chaîne YouTube, je vous présente quelques astuces et conseils pour vous améliorer en photographie. Alors, deux choses avant de commencer. La première, c'est que cette vidéo risque d'être assez longue. Et sûrement, ça va être la vidéo la plus longue que je vais faire, que j'ai faite sur cette chaîne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chapitrer la vidéo aussi précisément que possible, afin que si vous avez un problème particulier ou vous voulez absolument voir un réglage en particulier, vous puissiez le trouver dans les chapitres. Donc normalement, si vous passez votre souris sur la vidéo, vous devrez avoir le nom des chapitres. Ensuite, deuxième chose, cette vidéo n'est pas un cours de photo. Je ne vais pas vous apprendre la photographie, je ne vais pas vous apprendre l'exposition, je ne vais pas vous apprendre à quoi servent les ISO, à quoi sert la vitesse, à quoi sert l'ouverture. Ce qu'on va voir ensemble, c'est les menus et les réglages du Lumix GX80 pour que si vous cherchez quelque chose sur le Lumix, vous puissiez le trouver grâce à cette vidéo. Si vous souhaitez un accompagnement pour vous améliorer en photographie, vous pouvez suivre une de mes formations en ligne ou rejoindre le groupe de coaching pour un accompagnement mensuel. Ou si vous êtes dans les Alpes-Maritimes, vous pouvez réserver un cours particulier. Tous les liens et toutes les infos sont dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Autre petite précision, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Donc, si jamais il y a des petits problèmes techniques, etc., je m'en excuse par avance. J'essaierai d'améliorer ça pour la prochaine vidéo. Et si vous avez des retours à faire justement sur la vidéo, sur ce type de vidéo, de présentation de menus, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça voilà, je prendrai vos retours et j'essaierai d'améliorer ça pour les prochaines fois. Alors, déjà ce qu'on va voir, dans un premier temps, c'est tous les réglages de base sur le Lumix. Alors, normalement si je fais ça, voilà, on a le bureau. Alors, tout bêtement, alors là il est branché, c'est pour les besoins de la vidéo, hein. Vous n'êtes pas obligé de le brancher quand vous voulez l'utiliser. Alors, premièrement, alors tout bêtement, pour changer un objectif, comment on fait sur le Lumix GX80, on a le petit bouton ici, on appuie dessus, on fait tourner l'objectif, voilà, l'objectif est retiré, on en met un nouveau, le détrompeur rouge, le détrompeur blanc, on les cale dessus, on tourne, et bam, l'objectif est changé. Alors pour cette vidéo, j'ai pris un objectif de base, en fait l'objectif que j'ai vu dans le kit que j'avais acheté. Donc c'est un 35-100 qui ouvre normalement 4 à 5-6. Voilà. Donc, comment on l'allume? Petit bouton ici, on-off. Donc là, il me donne un petit message pour dire qu'il est branché. Pas de souci. Et voilà, là il nous dit quoi quand on l'allume? Faites tourner la bague de zoom pour déployer l'objectif. Oui, parce qu'en fait, les objectifs sur le Lumix GX80 sont des objectifs assez compacts et donc ils sont repliés. On voit que là, il n'y a aucune focale en fait, il est complètement replié. Si je veux aller à 35 mm, qui est la première focale de cet objectif, il faut que je le fasse tourner. Voilà. Et là maintenant, c'est bon, l'appareil est allumé. Tac, je vais le replier pour le moment. Alors, où se trouvent la batterie et la carte SD? C'est ici en dessous, une petite trappe, comme sur beaucoup d'appareils. La batterie est ici, la carte SD est ici. C'est pas très pratique, hein, je vous l'avoue que moi j'aime pas trop quand les batteries et les cartes SD sont en dessous, puisque des fois qu'on est sur un trépied qui est calé, etc., on peut pas accéder du coup à la trappe, etc. Voilà, sur le côté, c'est mieux, mais bon, c'est pas grave. On a les modes de prise de vue ici. Donc, on a manuel, priorité, le S c'est le priorité vitesse, le A c'est priorité ouverture, le P c'est le mode programme, le petit truc là IA, ça c'est le mode automatique, la petite palette de couleurs c'est le mode créatif, on va voir un peu après ce que c'est, le mode scène, le mode panorama, le mode C. Je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est sûrement un mode de pré-programmation qu'on peut pré-programmer. Et enfin, la petite caméra avec le M, c'est le menu vidéo. Chose extrêmement pratique sur ce petit appareil,
c'est qu'on a les deux molettes. Et ça, ça peut paraître bête, mais il n'y a pas tous les petits appareils hybrides qui ont ces deux molettes. Hein. Moi, j'ai donné pas mal de cours de photo à des personnes qui n'avaient pas ces deux molettes sur certains appareils. C'est un peu chiant quand on est en mode manuel, puisqu'on n'a pas accès à tout sous la main. Là, comme je vous avais dit dans la vidéo de présentation de l'appareil, on a tout sous le pouce, sous les doigts, pour faire nos réglages. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc, on a la molette arrière. Alors, je vais déployer l'objectif. Tac. La molette arrière ici, donc je suis en mode manuel. Hein. Quand on est en mode manuel, ici, cette molette arrière, enfin, ou avant, ça dépend comment vous voyez les choses. En tout cas, la molette qui est vers nous, elle sert du coup à changer la vitesse. La molette ici qui est à l'avant de l'appareil, donc vers l'extérieur, nous permet de changer l'ouverture. Voilà. Et du coup, voilà, avec ces deux molettes, on a accès aux réglages, on va dire, de base, qui sont la vitesse et l'ouverture. Ensuite, notre déclencheur, prendre des photos, il est juste ici. Et enfin, le déclencheur pour la vidéo, c'est le petit bouton rouge qui est là. Là, pareil, c'est pas mal d'avoir deux déclencheurs différents. Beaucoup de marques le font maintenant, mais avant, ce n'était pas forcément le cas. On a vu du coup la vitesse et l'ouverture. Et le dernier paramètre, le troisième, pour le triangle d'exposition, c'est les ISO, qui sont juste ici au-dessus. On peut voir, c'est écrit ISO. Tac, quand on appuie dessus, on a accès du coup. Sinon, si je fais ça, voilà, là vous voyez, on a accès aux ISO. Donc ils vont. Alors ça dépend de l'incrémentation. Moi j'ai pris une incrémentation d'un EV. Donc ça part de 200 et ça va jusqu'à 25 600 que je vous déconseille fortement. Ensuite, autre réglage très utile de base, c'est la balance des blancs. Alors là, tout bêtement, on va appuyer ici WB White Balance en anglais. Donc la balance des blancs. Et qu'est-ce qu'on a? On a EAB qui est la balance des blancs automatique. Le petit soleil pour une balance des blancs au soleil, à l'extérieur. Le nuage pour temps nuageux. Petite maison avec l'ombre pour signifier ombrageux. Ombrageux, oui, à l'ombre plutôt. Ombragé. Ici pour la lumière artificielle. Ici pour le flash. Là, c'est des configurations que vous pouvez enregistrer. On peut en enregistrer 4. Et enfin, ici, le réglage manuel. Donc, si je fais la petite flèche du haut, là, voilà, je peux régler précisément ma balance des blancs entre, je ne sais même pas, c'est quoi le valeur minimum, 2500 Kelvin. Et si je vais tout en haut, 10 000. Ok, bon, de toute façon, on va rester plutôt autour de 3002 et 5006. Hein. Voilà, je l'ai vraiment automatique. Alors, l'automatique, tac, je reviens vers vous. L'automatique, ça marche plutôt bien dans 90% des cas. Voilà, juste ne le mettez pas, par exemple, si vous êtes en studio, que vous voulez faire des photos, une série de photos avec la même balance des blancs, réglez-la de façon manuelle, c'est toujours mieux. Ensuite, la mise au point. Donc, on vient sur ici le bouton à gauche, on appuie dessus et donc on peut choisir les collimateurs. Donc, détection, tac, je repasse comme ça. Détection visage et œil, c'est pour, si vous prenez quelqu'un en photo à des portraits, ça va détecter le visage ou l'œil de la personne, faire une mise au point du coup sur l'œil, le plus précis possible. Ici, suivi, bah, ça va détecter une personne et le suivre. 49 zones, donc là, ça va regarder, je vous montre, voilà, ça vous fait une grille ici que vous pouvez sélectionner plus ou moins précisément. Et donc, par exemple, si ici je choisis cette zone, qui va me faire la mise au point, du coup, dans cette zone. Ensuite, tac, ici on a multi-personnalisé, donc là c'est pareil, on choisit une zone plus ou moins précise, et il va faire la mise au point dans cette zone. Alors, on voit le problème de pourquoi je n'aime pas ce genre de collimateur. C'est que quand on a quelque chose de premier plan qui est assez petit et un arrière-plan, l'appareil ne va pas savoir quoi choisir et du coup va faire un peu le truc au pif. Donc mince. Donc c'est pour ça que moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est une zone, voir le point précis.
Par exemple, le point précis, je clique vraiment voilà, précisément sur quoi je veux la mise au point. Et du coup, il me fait la mise au point dessus. Voilà. Donc, si vous voulez être précis, point précis, ou sinon une zone aussi, c'est assez précis. Et ensuite, si vous voulez, si vous prenez des portraits, voilà, vous pouvez prendre détection de visage. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est, je repasse ici, si vous sélectionnez la zone, donc c'est comme pour le point précis en fait, c'est avec le pavé tactile qu'on place la zone. Donc par exemple, je prends ma petite zone, je veux que la mise au point se fasse ici, j'appuie ici. Et après vous voyez que ça fait un carré jaune qu'on peut plus ou moins agrandir, donc si on veut être plus ou moins précis, avec la molette qui est à l'arrière de l'appareil. Voilà, en général, moi je fais un carré de cette taille-là. C'est assez précis. Tac, si je repasse dans cette vue, voilà, je mets mon petit carré sur le Playmobil de Van Gogh et la mise au point. Alors là, j'ai beaucoup zoomé, j'ai trop zoomé. Voilà, la mise au point se fait. Dernier réglage de base, on va dire, c'est ici, la petite flèche du bas, c'est le mode d'entraînement. Tac. Donc, je repasse ici. Si vous voulez en mode d'entraînement en vue simple, c'est-à-dire que vous prenez qu'une seule photo à la fois, vous appuyez sur simple. Si vous voulez prendre des rafales, c'est ici. Alors ensuite, à droite, je ne vais pas y aller, parce que là, comme j'ai mon appareil qui est branché, on verra ça tout à l'heure, mais c'est le mode photo 4K. Donc ça, c'est quoi? C'est un mode qui est, on va dire, plus performant que le mode rafale, mais avec une moins bonne qualité. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va filmer en 4K. Et du coup, vous pourrez sélectionner une image dans la vidéo. Donc, on va dire que c'est un peu plus... comment dire? Ça marche un peu mieux que le mode rafale, si vous voulez choisir vraiment une frame. Par contre, comme ce n'est pas une photo, c'est une vidéo, la qualité est moins bonne. Et enfin, le dernier mode d'entraînement, enfin, qui n'est pas vraiment un mode d'entraînement, on va dire, enfin, si pour l'un, c'est le retardateur. Donc, un retardateur classique de 10 secondes. Si je vais sur plus de réglages, du coup, la flèche de haut, plus de paramètres, on a ici le retardateur de 2 secondes. Et enfin ici, un retardateur de 10 secondes, puis une prise de 3 photos. C'est-à-dire que l'appareil attend 10 secondes et ensuite fait 3 photos. Voilà pour les réglages, je veux dire, de base, entre guillemets. Maintenant, on va voir les autres boutons qu'il y a sur le boîtier. Autre bouton qu'on a sur le boîtier, donc sur la face avant, pas grand-chose, à part le bouton pour changer l'objectif. La molette avant, on l'a vu. Le déclencheur photo, on l'a vu. Déclencheur vidéo, on a vu. La molette de réglage du mode. Et aller là, sur la façade, on a quoi? Alors le premier bouton là, c'est LVF. À quoi ça sert? Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, surtout si vous avez, comme moi, si vous aimez bien porter une casquette quand vous prenez des photos. C'est que, regardez. Donc là, je suis sur le mode de base. Mais en fait, ça fait quoi? Ça fait que si je place, donc là je mets mon pouce, mais si vous mettez votre œil, vous approchez votre œil de l'œilleton, ça va switcher et du coup, on peut le voir dans la vidéo, l'affichage va passer dans l'œilleton. Donc les deux ne sont pas en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une détection qui est faite. Quand il détecte que vous n'avez pas l'œil dans l'œilleton, il vous affiche sur l'écran tactile, et quand vous avez l'œil dans l'œilleton, il affiche dans l'œilleton. Classique et très pratique. Mais quand on a une casquette comme moi, si vous placez, si vous êtes assez proche, comme là par exemple, je me passe mon doigt devant, vous voyez que ça switch. Donc si avec votre casquette vous êtes assez proche, ça va switcher dans l'œilleton, alors que vous voulez regarder dans l'écran. Et pareil, je fais pas mal de photos sur pied, immobilière, et des fois j'ai besoin de placer mon trépied contre un mur, pour avoir le plus grand champ de vision possible. Cependant, comme c'est contre un mur, l'appareil va croire que j'ai l'œil dans l'œilleton et du coup, je n'aurai plus l'affichage sur l'écran, ce qui est très chiant. Donc pour ça, on appuie ici. Là, qu'est-ce que ça fait? Là, ça switch, donc là, c'est que dans l'œilleton. Peu importe si je regarde dedans ou pas, l'affichage est dans l'œilleton. Si je rappuie ici, l'affichage est sur l'écran, et même si je mets l'œil devant, je n'aurai pas l'affichage dans l'œilleton. Et enfin, troisième mode, voilà, vous avez dû peut-être le voir, c'est automatique. Donc là, ça switch automatiquement. Donc, si jamais c'est en mode automatique et que c'est chiant pour diverses raisons,
la casquette, comme je vous ai dit, ou alors contre un mur, etc. Vous voulez verrouiller l'affichage, soit dans l'œilleton, soit dans l'écran, vous pouvez le verrouiller. Et aussi, plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages, etc. en mode oui, j'ai l'affichage que sur l'œilleton, j'ai pas l'affichage sur l'écran, comment ça se fait, etc. Ou alors l'inverse. En fait, c'est ça, c'est à cause du mode LV, enfin, du mode à cause, pas vraiment, parce que c'est quand même pratique. Donc le mode LVF qui permet de switcher soit que l'œilleton, soit que l'écran, soit les deux. Voilà, très pratique. Et puisque je parle de l'œilleton, ici, vous voyez une petite molette. À quoi ça sert? Ça sert à régler la dioptrie de l'œilleton. Donc ça, faites attention, et il faut que vous le régliez parfaitement bien. Sinon, quand vous allez regarder dans l'œilleton, vous avez l'impression que ce soit flou. Donc ça, c'est adapté à votre vue, hein, chacun doit la régler. Par exemple, si vous portez des lunettes, vous avez des problèmes de vue, il se peut du coup que quand vous regardez dans l'œilleton sans lunettes, généralement on fait sans lunettes, parce qu'avec les lunettes, des fois c'est chiant, on voit pas bien, etc. Donc c'est pour régler à votre vue. Et faites très attention, parce que moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Vous voyez que c'est une petite molette, donc des fois dans le sac, suivant avec les frottements du sac, etc., ça peut se dérégler. Et donc une fois dans mon sac, ça a dû se dérégler, je prends l'appareil photo, je regarde dans l'œilleton, je fais mince, j'ai l'impression que c'est flou. Donc je règle la mise au point, etc. Mais je fais mais non, c'est flou, j'arrive pas à faire la mise au point. En fait, c'était ça, c'était l'œilleton qui a été mal réglé. Du coup, ça veut pas dire que la mise au point est fausse, ça veut juste dire que l'œilleton est mal réglé, que dans l'écran, la photo était nette. Donc attention à ça, pensez à bien le faire quand vous achetez l'appareil photo, hein, vous réglez bien l'œilleton à votre vue. Et après, vous n'oubliez pas de temps en temps de checker si ça ne bouge pas avec les frottements dans le sac ou alors même quand vous le portez en bandoulière, etc. Ensuite, à côté, qu'est-ce qu'on a? On a encore le. Alors, je ne vais pas cliquer dessus du coup, parce que ça bug quand j'ai le câble branché dessus. C'est la photo 4K, donc comme je vous ai dit, on a 8 millions de pixels, donc c'est plus performant que la Rafale, mais en moins bonne qualité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le petit éclair, ça on connaît, c'est le flash, donc l'appareil comporte un flash intégré. J'appuie dessus, vous voyez, là, il y a le flash, tac, qui est sorti. Et pour le rétracter, on rappuie dessus. Le flash, on va dire, il est là. C'est bien, c'est sympa d'avoir un flash sur l'appareil photo. Maintenant, c'est pas ça qui va, comment dire, ne pas vous faire acheter un flash Cobra ou un flash plus performant si vous avez besoin d'un flash. Hein. C'est un flash d'appoint, on va dire. Par exemple, là, si je fais la photo de mon Playmobil avec le flash, c'est assez proche, ça va fonctionner. Maintenant, si vous faites du portrait où vous êtes à 2 mètres de la personne, ça va beaucoup moins bien fonctionner. À côté, qu'est-ce qu'on a? AF et AE lock, donc ça c'est pour locker, donc bloquer l'exposition ou le focus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Bouton FN1 de base, c'est le post-focus. Alors le post-focus, c'est quoi? C'est quelque chose que j'ai pas trop vu ailleurs sur d'autres appareils. Enfin, c'était Lumix en tout cas qui avait mis en avant sur cet appareil. Ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir faire la mise au point. Enfin, techniquement, on va dire théoriquement, ça sert, selon ce que Lumix nous a vendu, ça sert à faire la mise au point en post-production, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez prendre une photo, enfin en fait 2 photos, à 2 mises au point différentes. Donc par exemple, tac, je me mets sur oui. Alors je ne sais pas si on va bien le voir. Donc je vais essayer de vous montrer, mais ça ne va pas être très simple puisque quand le post-focus est activé, regardez, je ne peux pas vous montrer ce que voit l'appareil. Donc, mais bon, vous allez comprendre l'idée. En gros, le post-focus, qu'est-ce que ça va faire? En gros, je vais prendre, donc là j'ai ma petite scène avec le Playmobil et le livre derrière. Donc j'ai un premier plan avec le Playmobil et un arrière-plan avec le livre. Et ce que ça va permettre, voilà, ce que ça va faire, donc là, vous ne l'avez pas vu, mais je vais vous expliquer. En gros, ça a pris 2 photos, une avec le premier plan net et une avec l'arrière-plan net. Je vais essayer de vous montrer sur l'appareil, puisque quand le mode post-focus est actif, on ne peut pas brancher l'appareil sur l'enregistreur. Donc, je suis dans ma galerie de photos, voilà, donc j'ai pris la photo en mode post-focus. Donc j'appuie sur la flèche du haut pour activer le post-focus. Voilà, ça mouline. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma photo, donc avec le premier plan qui est net, l'arrière-plan qui est flou. Et maintenant, si je clique avec mon doigt, tac, sur l'arrière-plan, qu'est-ce que ça fait? Ça change la mise au point. J'ai mon arrière-plan qui est net et mon premier plan, Playmobil, qui est flou. Je reclique sur le premier plan. Tac, ça re-switch. Voilà, ça re-switch. Le Playmobil est net, l'arrière-plan est flou. Je refais.
arrière-plan net, premier plan flou, premier plan net, arrière-plan flou. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Hein. Qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est que ça prend deux photos. Une avec le premier plan net, l'arrière-plan flou, et une seconde avec le premier, l'inverse. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Arrière-plan net, premier plan flou, premier plan net, arrière-plan flou. Voilà, ça prend deux photos et après vous pouvez cliquer pour choisir ce que vous voulez que soit net. En vrai, est-ce que ça sert à quelque chose que vous allez vraiment l'utiliser? Non, moi je ne l'ai jamais utilisé à part voilà, pour tester et pour rigoler un peu. Mais en vrai, ça sert à rien, puisque généralement, quand on prend une photo, on sait ce qu'on veut qu'il soit net, on sait ce qu'on veut être flou. Donc, est-ce que c'est utile? Bof, bof. On continue. Donc ça, c'est fait. Oui. Autre chose, je vais me mettre en mode priorité ouverture. Donc là, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est le mode priorité ouverture. Encore une fois, ce n'est pas un cours de photo, mais... du coup, j'ai mon ouverture qui change quand je bouge la molette. Mais si je veux faire une compensation d'exposition, comment je fais? Je vais cliquer sur cette molette arrière. Tac. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne la compensation d'exposition. Donc si je veux que ma photo soit moins exposée, je vais en bas. Si je veux que ma photo soit plus exposée, je vais en haut. Tac. Je reclique sur la molette. Donc la molette est cliquable. Ça pareil, c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient sur cet appareil photo, mais la molette arrière est cliquable. Et si on veut faire la compensation d'exposition, c'est ce raccourci qu'il faut utiliser. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau des boutons? On a la galerie qui est juste ici. Bon, ça n'a rien de bien particulier. Encore une fois, j'appuie dessus. Allez, je rappuie dessus une dernière fois. Je débranche. Voilà, donc là, j'ai toutes mes photos que j'ai prises. Donc il n'y a pas des masses. Hein. Mais, comme la plupart des appareils, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut cliquer là sur la corbeille pour supprimer ma photo, pour agrandir. Alors là, bien joué Mathieu, ça ne marche pas puisque c'est une photo que j'ai prise en post-focus. Mais voilà, cette photo, si je veux zoomer dedans et me balader dedans, c'est avec l'écran tactile. Donc du coup, c'est très pratique. Je peux aussi le faire avec la molette. Tac. Pour zoomer et dézoomer. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Quand j'appuie sur Disp, ça me donne mes informations de la prise de vue. Donc là, j'étais une ouverture de 4,5 à une vitesse de 25, j'avais pas le flash, etc. Ici, ça me donne les histogrammes. Et voilà, si je rappuie une dernière fois sur 10, j'ai ma photo sans les détails. Voilà pour la galerie. Je rebranche l'appareil. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme bouton derrière? Les ISO, on a vu. Là, c'est pour la mise au point, on a vu. Là, c'est de la balance des blancs, on a vu. Là, c'est le mode d'entraînement, on a vu. On n'a pas vu quoi? On n'a pas vu ça, le menu. Bon, c'est tout bête, hein. Quand j'appuie dessus, ça fait quoi? Ça ouvre le menu. Voilà. Ici, le DISP. Donc, le DISP, à quoi ça sert? Là, pareil, il y a beaucoup de gens, des fois, qui oublient. Ça sert à afficher les informations. Donc, ici, on peut voir que j'ai pas d'informations. Donc, ça permet d'avoir une image, de pouvoir composer mon cadre comme je le veux. Si j'appuie sur DISP, j'ai quoi? J'ai mes différentes informations. Donc là, on voit en haut à gauche que je suis en mode priorité ouverture, que je suis en mode standard, que j'ai pas le flash, etc. Blablabla. Je rappuie sur DISP, ça le retire, mais ça garde ici le niveau. Je rappuie sur DISP, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne tous les réglages. Alors là, tel que vous le voyez, c'est pas comme ça que ça affiche sur l'appareil. Sur l'appareil, voilà, c'est ça. Donc ça affiche toutes les informations dont on a besoin. Et si on clique par exemple là sur ISO, je peux changer les ISO. Voilà, c'est un petit peu un raccourci. Bref, du coup, ce mode, voilà, ça permet d'avoir un petit résumé, entre guillemets, des réglages que vous avez pour cette prise de vue. Ici, je rappuie sur DISP. Il y a tout qui part. Et maintenant, voilà, tout revient avec les informations de base. Donc, c'est pratique. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que pour composer mon cadre, j'efface tout. Voilà, donc là, j'ai vraiment aucune information, mais je m'en fiche, puisque c'est juste pour composer mon cadre. Si je veux, je peux aussi utiliser mon petit niveau, ça c'est bien, pour faire des photos droites. Et après, voilà, en règle générale, en vrai, je me mets comme ça. C'est-à-dire je laisse le niveau et je garde juste en bas l'ouverture et la vitesse, et ça me suffit pour faire des photos. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des boutons, on a presque tout vu. On a vu le disque, voilà, on n'a pas vu quoi? La poubelle. La poubelle, c'est quoi en fait? C'est un menu rapide. Quand on appuie dessus,
tac, on a accès à plusieurs choses. Vous voyez que en bas, on a la sensibilité, là, on a la compensation d'exposition. Bon, après, on a la vitesse et l'ouverture, etc. Là, on a la balance des blancs. Là, on a le mode créatif, etc. Donc, ça permet de... Par exemple, si je veux changer ici, si je veux prendre uniquement des RAW ou uniquement des JPEG, je peux changer ici, ça on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, ça permet d'avoir des petits raccourcis sans rentrer dans les menus, forcément. Ou même si vous avez oublié, par exemple, la compensation d'exposition, vous avez oublié qu'il faut appuyer sur la petite molette, on la retrouve ici. Donc ça, c'est un menu rapide qui est très pratique. Hein. Franchement, la plupart des appareils photo en ont un, mais celui-là, du Lumix GX80, est vraiment très très bien. Ensuite, on va terminer par un petit tour au niveau des connectiques. Donc, la grille flash, elle est là, hein, pour brancher un petit flash ou alors rajouter un petit moniteur ou un petit micro. À gauche, on n'a rien niveau connectique. À droite, donc il n'y a pas grand-chose hein, sur cet appareil photo comme connectique. On a la petite prise HDMI que j'utilise en ce moment et à côté, la petite prise micro USB pour charger l'appareil ou alors pour le brancher à un ordinateur. Maintenant, troisième partie de cette vidéo, on va voir tout ce qu'il y a sur l'écran tactile. Alors, sur l'écran tactile, qu'est-ce qu'on a? Comme je vous ai montré, tac, je reviens dans cette vue-là. Alors attendez, je vais sous-exposer volontairement mon image pour pas que ce soit cramé, vous, de votre côté. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, l'écran tactile, comme je vous ai montré tout à l'heure, si je veux déplacer mon curseur de mise au point, c'est ici avec l'écran tactile sur le doigt. C'est très pratique, sauf quand on regarde dans l'œilleton, des fois avec le nez, notre nez appuie sur l'écran tactile et du coup ça bouge la mise au point. C'est un peu chiant, mais bon, on peut désactiver du coup l'écran tactile si vraiment on ne l'utilise pas, mais voilà, pour déplacer la mise au point, c'est comme ça. Ensuite, on a sur le côté, vous voyez, un petit bouton qui s'appelle FN. Tac, je passe dans cette vue. Et à quoi ça sert? En fait, c'est des boutons raccourcis que vous pouvez paramétrer dans les menus. On va voir ça tout à l'heure. Voilà, donc là par exemple, si j'appuie sur F8, vous voyez que ça m'affiche un petit histogramme. Alors là, forcément, j'ai rien de spécial à l'écran, mais voilà. Ça m'affiche un petit histogramme, ça peut être pratique. Voilà, je les active en appuyant dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est des boutons supplémentaires, entre guillemets, qui sont paramétrables. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, j'appuie sur le petit bouton ici. Ça permet plusieurs choses. Alors pareil, ici, ça permet le picking. Donc le picking, c'est quoi? C'est quand je fais ma mise au point, tac, manuel. Je ne sais pas si ça va se voir à l'écran. Si on le voit un peu, c'est pas flagrant, mais vous voyez que ça entoure les contours du cadre en bleu. Ça veut dire que la mise au point est bonne et faite ici. Alors que si je bascule derrière, voilà, vous voyez que ça, on a un petit liseré bleu. C'est-à-dire que la mise au point est sur le livre. Et si je refais la mise au point sur Van Gogh, voilà. Ça c'est pratique quand on a donc du coup c'est en mise au point manuelle. Hein. Ça c'est pratique quand on veut être certain de la mise au point. On n'est pas trop sûr de nous, on n'a pas trop l'habitude. Voilà, on met le picking et ça nous aide. Ensuite, on a quoi? On a ici la petite palette. Bon, c'est le mode créatif. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et ici, quand vous êtes en mise au point manuelle, on a le petit AF qui est là. Ça permet quoi? Ça permet, je vais faire la mise au point comme un sagouin. Tac, donc là la mise au point est derrière sur le livre, donc le petit mobile n'est pas au point. Et si j'appuie sur AF, vous voyez en bas à droite, ça me fait une mise au point automatique. Donc même en mode manuel, on galère un peu à faire la mise au point, ou alors juste on veut que ce soit fait assez vite, on appuie sur le petit AF et ça nous fait la mise au point automatique. Après bien sûr, je peux refaire la mise au point en manuel pour être plus précis si je veux. Voilà, et puis bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand chose, après on a les infos. Et oui, alors, justement, on va revenir là-dessus sur les boutons fonction. Hein. FN, c'est-à-dire fonction. Donc, vous voyez que sur mon appareil, ici j'ai FN4, donc fonction 4. Ici FN1, fonction 1. FN2, fonction 2. Ça, ce sont des boutons qui sont paramétrables, comme je l'ai dit. Et ici, le FN3 est là. Donc, comment paramétrer ces boutons? Tac. Alors, je sais jamais trop où c'est, mais on va chercher ensemble.
Voilà. Réglage de touche FN, c'est ici, donc page 7 de la troisième partie des règles du menu. On choisit donc les boutons pour avoir une fonction différente quand on est en mode lecture et quand on est en mode enregistrement. Donc on va faire en mode enregistrement. Et voilà. Donc si, par exemple, le FN1, c'était quoi déjà? C'était le post-focus. Par exemple, si le post-focus, franchement, on s'en fout. Non, c'est pas le post-focus. Si, c'était post-focus. Donc par exemple, post-focus, on s'en fout. Donc je veux virer le post-focus du bouton FN1. J'appuie dessus et à la place, je peux mettre, par exemple, je sais pas moi, les modes de flash. Ou alors la stabilisation, activer ou désactiver la stabilisation. Ou par exemple, je sais pas moi, le focus picking, voilà, ça peut être utile ça. Ou alors l'histogramme. Voilà, ou le zebra, bah, voilà, des choses plus utiles que le post-focus. Parce qu'on va pas se mentir, le post-focus, ça sert un peu à rien. Par contre, forcément, hein, ça va changer la fonction du bouton. Et le petit logo, il restera. Hein, le petit logo du post-focus, il va rester. Hein. Voilà, donc ça c'est pour les boutons physiques. Et du coup, pour les boutons en plus qu'on a sur l'écran tactile, voilà, c'est ici. Voilà, tout simplement. Donc ça, ce que je vous conseille, c'est quand vous achetez l'appareil, vous avez déjà vos petites habitudes, forcément, de photos. Voilà, vous virez les trucs qui servent à rien en bouton fonction, paramétrable, par exemple le post-focus. Alors là, j'ai l'appareil photo en mode usine, hein, exprès pour montrer les réglages que tout le monde a de base. Mais forcément, voilà, le post-focus et l'autre truc, c'était quoi déjà? Ah oui, la photo 4K. Si vous n'utilisez pas ça, vous les virez, vous mettez des choses plus utiles dès le début, comme ça. Ça vous facilite la vie, en fait. Bon, alors on a vu tout ça. Maintenant, on va voir les menus. Enfin, les menus. On va appuyer sur le bouton menu, on va rentrer précisément dans le menu de l'appareil. Alors, tac. Encore une fois, le bouton menu, c'est le petit bouton qui est au centre. On appuie dessus, voilà. Ça nous ouvre les menus. Et alors, on va passer en revue tout ça. Donc, on a peut-être pour un moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir. Voilà, alors. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, première partie, vous voyez que c'est divisé déjà en plusieurs catégories. Donc la première catégorie, c'est tous les réglages au niveau de la photo. Ensuite, les réglages au niveau de la vidéo. Ensuite, les réglages, on va dire, personnalisés. Comme par exemple le réglage des boutons fonction. Ici, les configurations, on va dire, les réglages, on va dire au niveau voilà, de technique on va dire, de l'appareil, c'est-à-dire l'heure, enfin, régler l'heure et la date, le mode Wi-Fi, etc. Et enfin, tout ce qui est galerie. Alors, on commence ici par les réglages de la photo. Alors, style de photo, à quoi ça sert? Tac, je vais refaire, voilà, reprendre mon petit Van Gogh en exemple. Donc, je suis un peu sous ex. Voilà, donc je reviens. Voilà, donc style de photo, c'est quoi? Style de photo, en fait, vous voyez sur la droite ici, tout est à 0. Donc c'est-à-dire que le contraste, il est neutre, la netteté, elle est neutre, réduction de bruit, c'est neutre, et la saturation, c'est neutre. Donc ça, c'est voilà, format standard, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez neutre. Maintenant, sur éclatant, vous voyez que là, les couleurs sont un peu plus vives. Naturel, c'est un peu plus plat. Monochrome, c'est du noir et blanc. L monochrome, c'est du monochrome un peu plus contrasté. Paysage, bon, voilà. Portrait, voilà, etc. Et on peut aussi avoir son réglage personnalisé. Par exemple, si je veux plus de contraste, tac, plus de saturation, etc. Bon, donc les styles comme ça, c'est pratique, on va dire, mais... donc c'est pratique pourquoi? C'est pratique pour quand on fait des photos en format JPEG, on n'a pas envie de retoucher les photos sur son ordinateur ou sur son téléphone. Ça nous permet déjà de base, si on aime les photos plus contrastées, de faire un contraste un peu plus fort, les couleurs un peu plus saturées, etc. Ou alors faire du noir et blanc sans avoir à retoucher la photo. Maintenant, de nos jours, on arrive tous à retoucher nos photos, qu'on ait ou pas un logiciel de retouche photo. Par exemple, si vous n'avez pas Lightroom, vous ne savez pas ce que c'est Lightroom, on s'en fiche, vous pouvez quand même retoucher les photos sur votre téléphone. Vous passez la photo sur votre téléphone, il y a forcément un truc de modification de photos sur votre téléphone, vous y arrivez. Sur l'ordinateur, c'est pareil. Donc, si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez le faire comme ça. Maintenant, moi, je vous déconseille. Pourquoi? Parce que c'est moins précis que si on le fait sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Voilà, c'est tout. Tac, on repasse au menu. Donc, style de photo, moi, je remets en standard. Tac.
Le filtre, c'est quoi? On va voir ça tout de suite. Alors, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ces photos, mais c'est un mode un peu plus créatif, on va dire. Là, vous voyez qu'on a un mode expressif, ils appellent ça, un peu plus saturé. Ici, rétro, voilà, ça fait un petit côté vintage, un petit côté sépia. Ancien temps, pareil, voilà, ton clair, etc. Noir et blanc, sépia, etc. Bon, il y a un peu plus de choix que le style de photo. En fait, ça ne joue pas uniquement sur le contraste, les saturations, etc. C'est vraiment un truc créatif. Ça joue surtout sur les couleurs, le dévirage partiel, etc. Donc, pareil, si vous avez l'habitude... Qu'est-ce qui me fait là? Si vous avez l'habitude de retoucher vos photos sur votre téléphone, c'est pas la peine. Maintenant, si vous voulez pas trop vous embêter, vous pouvez faire ça. Alors, là, format c'est grisé pour moi. Pourquoi est-ce que je suis branché sur un moniteur? Mais à quoi ça sert? Ça permet de changer le format de vos photos. Généralement, il y a quoi? Généralement, il y a 16 neuvième. C'est format style télé ou écran d'ordinateur. Nous avons aussi 4 tiers. Nous avons aussi 3 demi. Nous avons aussi 1 pour 1. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre toujours dans le ratio d'image de votre capteur. Pourquoi? Parce que comme ça, vous avez tout votre capteur qui va prendre la photo et après, vous pouvez recadrer comme vous voulez, bien sûr, en post-production. Mais par exemple, si vous réglez ici sur l'appareil 1 sur 1, ça veut dire que ce sera format carré, donc on va perdre sur les côtés. Et si vous voulez recadrer en post-production, bah, vous n'allez pas pouvoir déplacer un peu à droite ou à gauche, puisque vous n'avez pas ces informations qui ont été enregistrées dans la photo. Alors que si vous vous mettez dans la taille de votre capteur, et qu'après vous voulez passer en format carré, c'est possible, mais vous pourrez recadrer comme vous voulez. Voilà, donc pour moi, format de l'image, toujours dans le format du capteur. Ensuite, format d'image, donc ça c'est quoi en fait, vous voyez? C'est la résolution. Donc là, je suis en 16 neuvième, du coup c'est marqué 16 neuvième. Si vous mettez en 3,5, ça sera en 3,5, mais vous voyez que la résolution ici est plus grande, ici un peu plus petite, et ici encore plus petite. Donc vous voyez qu'il y a une différence quand même qui est assez grande. Hein. Ici une résolution de 1920 par 1080, et ici de 4592 par 2584. Donc, comme c'est dit, si vous voulez uniquement visionner la photo sur des écrans, le format petit, small, suffit. Maintenant, si vous voulez faire de l'impression, il faudra plus de pixels. Et qui peut le plus, peut le moins. Hein. Vous voyez que, tac, ici ça nous dit combien d'images restent. Donc par exemple si je mets en small, il me reste à peu près 2900 images, medium 2400 images et large 2300 images. Donc maintenant les cartes SD ont des capacités qui sont assez grandes. Ne vous limitez pas en small pour prendre plus de photos. Hein. Vous voyez que la différence elle est assez faible, on passe de 2900 à 2300. Moi je vous conseille de vous mettre toujours dans la meilleure qualité possible. Pourquoi? Déjà parce que si vous voulez imprimer, ce sera forcément mieux d'avoir plus de résolution. Et ensuite si vous voulez recadrer, si vous zoomez dans une image qui est dans une résolution qui est faible de base, ça va être dégueulasse. Alors que si vous avez une résolution qui est exceptionnelle et que vous zoomez dans l'image, vous allez perdre en qualité mais pas beaucoup. Donc je vous conseille toujours de vous mettre en large. Qualité, alors bon, les traductions ne sont pas terribles hein, en vrai sur ces menus. Qualité c'est quoi en fait? C'est plutôt le type de fichier que vous allez enregistrer sur votre carte SD. On a quoi? On a du JPEG en qualité très bonne, du JPEG en qualité bof bof, du RAW plus du JPEG en qualité très bonne, du RAW plus du JPEG en qualité bof bof et que du RAW. Donc, à quoi ça sert? Ça sert par exemple, si vous ne retouchez pas vos images en RAW, d'ailleurs si vous ne savez pas ce que c'est le RAW, en gros c'est un format qui n'est pas compressé, et donc il faut forcément retoucher pour après transformer dans un format de fichier qui est lisible par tout le monde. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois c'est pas un cours de photo, mais si vous voulez prendre des photos que en JPEG, vous mettez que en JPEG, encore une fois privilégiez la meilleure qualité possible, donc si vous voulez prendre des photos que en JPEG, vous mettez que en JPEG. Si vous voulez prendre des photos que en RAW, vous en fichez du JPEG, vous pouvez régler que en RAW.
Et enfin, si vous voulez les deux, comme moi, je fais tout le temps, enfin quasiment tout le temps, vous mettez en RAW plus JPEG. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que pour visionner les photos vite fait sur ordinateur, c'est plus simple de les visionner en JPEG qu'en RAW, ça va plus vite. Ensuite, pour les retoucher, j'ai mes fichiers RAW pour les retoucher. Voilà, donc ici c'est comme vous voulez, ce dont vous avez besoin. Donc je répète, JPEG très bonne qualité, JPEG qualité moindre, RAW plus JPEG très bonne qualité, RAW plus JPEG qualité moindre et enfin uniquement RAW. Ensuite, mode de focus, bon là je ne vous apprends rien. Mise au point automatique spot, mise au point sur un sujet en mouvement, mise au point automatique continu et enfin focus manuel. Voilà, donc à quoi ça sert vite fait? Le mode spot, ça veut dire que, en fait c'est écrit au-dessus, hein. Vous n'avez pas trop besoin de moi là. C'est-à-dire que la mise au point se fait quand on appuie sur le bouton, sur le déclencheur. À mi-course, ça fait la mise au point, et cette mise au point est bloquée. Ici, la mise au point va suivre un sujet en mouvement, comme c'est écrit. Ici, mise au point continue, c'est-à-dire que ça continue de faire la mise au point tant que vous n'avez pas pris la photo. Et enfin, mise au point manuelle, vous faites la mise au point de manière manuelle sur la bague de l'appareil, de l'objectif, pardon. Mode de mesure, donc là, c'est au niveau de la cellule de votre appareil photo. Donc la cellule de votre appareil photo va mesurer la lumière qu'il reçoit et donc faire une exposition qu'il estime la meilleure. Pour ça, on a plusieurs modes. Là, encore une fois, sur tous les appareils. Je ne vous apprends rien si vous connaissez ça. Mais une exposition qui va être prise sur le centre et aussi les côtés. Une exposition qui va être prise uniquement sur les côtés. Enfin, oui. Et là, une exposition qui va être faite que sur le centre. Je vous conseille de faire plutôt ça. Puisque on va dire ça vous donne l'exposition la plus moyenne, on va dire. La rafale, donc les débits, plus c'est haut, plus la rafale est rapide, plus c'est bas, plus la rafale est lente. Photo 4K, je vous ai dit tout à l'heure ce que c'est. Le bracketing, donc, alors suivant votre objectif, etc., les réglages de votre appareil, vous pouvez pas faire un bracketing de tout, mais en gros, un bracketing c'est quoi? Un bracketing c'est une prise de photo à différents réglages. Donc ça se fait automatiquement. Par exemple, si vous voulez faire une photo à une exposition qui est bonne, ensuite une photo à exposition qui est un peu plus élevée, ensuite une photo à une exposition un peu plus faible, vous réglez ça dans l'appareil, ça vous fait 3 photos, une photo sous ex, une photo correctement faite et une photo surexposée. On voit qu'on peut faire ça du coup ici avec l'exposition, on peut faire ça avec le focus, ou non. On peut aussi faire ça, c'est grisé, avec l'ouverture et avec la balance des blancs. Voilà. Le retardateur, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Là, ça joue sur le contraste. Encore une fois, privilégiez une courbe neutre et ensuite, si vous voulez du contraste plus élevé ou plus bas, vous pouvez faire ça en post-production. Donc c'est un mode high dynamique. Ça sert à quoi? Bon, comme c'est écrit au-dessus, le contraste et l'exposition seront ajustés automatiquement. Ça, je vous déconseille. Autant faire ça nous-mêmes. Ici, ça améliore la netteté des photos. Je vous le déconseille aussi. C'est un traitement que je trouve personnellement pas terrible, le post-focus. Je vous ai déjà dit ce que c'est, on s'en fiche. Ensuite, ici, c'est grisé. Pourquoi? Puisque je crois que c'est à cause du RAW plus JPEG. Tac, tac, tac. Si je mets qu'en JPEG, voilà, j'ai accès au mode HDR. Donc là, ça fait quoi? C'est un peu comme du bracketing, mais c'est même carrément du bracketing en vrai. Ça va faire, enfin, carrément du bracketing, oui et non. C'est-à-dire que ça va prendre des photos, donc une photo à -3, une photo à pile et une photo à +3. Et ensuite, elle va les assembler pour faire une photo de meilleure dynamique. C'est utile si jamais vous êtes en intérieur. Par exemple, c'est ce que je fais dans les photos immobilières. Généralement, à l'intérieur, c'est plus sombre qu'à l'extérieur. Donc, soit on a une photo avec l'intérieur sous-exposé, l'extérieur qui est exposé correctement, ou soit on a la fenêtre qui est complètement cramée et l'intérieur qui est correctement exposé. Pour contrer ce problème, on peut faire plusieurs photos. Par exemple, je schématise une photo avec l'intérieur correctement exposé, une photo avec l'extérieur correctement exposé et une photo avec les deux au milieu. Ensuite, ça va assembler ces 3 photos pour faire une photo qui est, on va dire, correctement exposée dans les hautes lumières, dans les basses lumières. Je ne vais pas vous montrer l'exemple ici. Ça marche
correctement. Maintenant, ça ne marchera jamais aussi bien que si vous le faites manuellement. C'est-à-dire que vous prenez, vous manuellement, une photo un peu sous-ex, une photo correctement exposée, une photo un peu plus surexposée, et ensuite vous assemblez tout ça dans Photoshop par exemple. Ça marchera beaucoup mieux que si c'est l'appareil qui le fait tout seul, mais le mode existe. Je désactive ça. Intervallomètre. Bon, encore une fois, c'est pas un cours de photo, je peux vous expliquer ce que c'est, mais ça permet de prendre un certain nombre de photos sur une durée. Hein. Donc par exemple, si on veut faire un time-lapse des étoiles, par exemple la nuit, on peut le faire. Animation image par image, ça fait quoi? Alors attendez, je peux peut-être tester, ça va être rigolo. Tac, tac. On va tester ça en direct. Je suis comment là? Je suis en mode mise au point manuel. Ah oui, mais si je bouge... Si je bouge, ça va pas être terrible. Alors, je prends une première photo. J'essaie de pas trop bouger, mais je bouge un peu forcément. Bon, je fais ça grossièrement, mais vous allez voir ce que ça donne. En gros, je prends plusieurs photos. En fait, animation image par image, vous savez peut-être ce que c'est. En fait, c'est du stop motion. C'est une technique d'animation qui consiste, comme je le fais là, à faire une vidéo, ou un film, où ce sont des petites marionnettes ou des petites figurines qui sont animées image par image. Par exemple, l'étrange Noël Monsieur Jack, c'est comme ça qu'il a été fait. Tac. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai pris 8 photos. Mettre fin à la prise de vue, oui. Créer une vidéo maintenant, oui. Voilà, et si je veux la visionner, voilà ce que ça donne. Bon, j'ai fait ça très grossièrement. Normalement, il faut au moins 12 images pour faire une seconde. Voilà, mais ça vous permet voilà, de faire des petits films en image par image. Alors bien sûr, vous pouvez le faire avec n'importe quel appareil, hein, c'est juste que là, ça compile les images tout seul. Donc, est-ce que vous allez vous en servir beaucoup? Non. Vous allez faire sûrement comme moi une petite vidéo pour tester, c'est tout. Mais c'est rigolo que la fonctionnalité soit sur l'appareil. Alors ensuite, on continue. Panorama, bon, c'est sûr, en mode panorama, on peut paramétrer le panorama. Type d'obturateur, je vous conseille d'être sur auto, hein, donc c'est obturateur mécanique ou numérique, électronique. Donc retard d'obturateur, ça permet de, comme si on avait un petit retardateur en gros. Le flash, bon, il y a ce qu'il faut, on va dire, il y a les paramètres qu'il faut quand vous allez brancher un flash, ou même avec le flash qui est inclus, hein, donc le mode de déclenchement TTL ou manuel, etc. Le mode de flash, la synchro du flash, le réglage de la puissance du flash, etc. Il y a une fonction sans yeux rouge, je vous avoue que je n'ai jamais testé, mais au moins elle y est. Réglage limite des ISO, ça c'est très important. Si vous shootez en mode automatique ou en mode de priorité, ça permet de bloquer l'appareil à un certain point. C'est-à-dire que, vous voyez, moi je l'ai réglé à 1600, et je vous conseille de faire pareil, c'est-à-dire que j'estime qu'au-delà de 1600, c'est dégueulasse. Donc j'ai pas envie que l'appareil aille plus haut. Incrément des ISO, donc vous avez vu que moi j'ai mis 1 EV, donc c'est-à-dire que, comme je vous ai montré tout à l'heure, mes ISO ils s'incrémentent de manière linéaire. Mais si je veux avoir des incréments un peu plus resserrés, je peux ici. Voilà. À vous de voir ce que vous préférez. Je repasse comme j'aime bien moi. Sensibilité étendue, ça veut dire que ça va augmenter la sensibilité, enfin, la plage de sensibilité, c'est-à-dire que maintenant je crois que j'ai accès à 100 ISO. Et alors j'ai pas plus, mais j'ai accès à 100 ISO. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de bruit dans l'image, puisque la valeur native des ISO de cet appareil est de 200. Compensation de la périphérie de l'écran.
Je vous avoue que je sais pas trop ce que c'est. Ah oui, c'est sûrement, oui, en fait c'est le vignotage en fait, ça va compenser le vignotage. Compensation de la diffraction, ça moi j'ai désactivé. Mais vous, parce que je le fais en fait sur Lightroom, mais vous pouvez l'activer. Zoom numérique, donc ça permet de zoomer dans l'image de manière numérique, c'est-à-dire que si votre zoom, on va essayer. Tac. Donc, là je suis à 35 mm, mais vous voyez que je suis bien plus zoomé que tout à l'heure. Et là, si je suis à 100 mm, voilà que là, je suis très très zoomé. Là. À quoi ça sert? Donc ça sert à zoomer un peu plus, sauf que forcément on perd en qualité. Moi je vous déconseille de le faire, encore une fois. Vous pouvez le faire vous après en fait, en post-production. La stabilisation, donc ça c'est pratique pour la tremblote. Hein. Ça permet de trembler un peu moins, du coup de prendre des photos un peu plus nettes. Mais si vous voulez le désactiver, vous pouvez. La stabilisation électronique, je crois que ça croppe un peu dans l'image. Donc, attention à ça, quand vous l'activez, en fait, ça va stabiliser beaucoup mieux la vidéo, mais ça va cropper un peu dans l'image. Donc, vous allez perdre une partie de l'image. Le focus et l'exposition sont réglés en fonction du visage. Pourquoi pas si vous aimez bien ça. Et enfin, ici, les profils, on peut... Les profils, c'est si on veut avoir des noms et un âge qui, enfin, et un âge en fait qui va s'incrémenter au fil des jours, avec la date qui est configurée sur l'appareil. Bon. J'ai jamais utilisé ça. Voilà pour les réglages au niveau de la photo, donc c'est assez basique. Enfin, on retrouve en tout cas tout ce qui est basique sur tous les appareils. Ensuite, on a quelques petits bonus qui sont pas vraiment utiles, on va pas se cacher. La vidéo, j'ai passé assez rapidement dessus, c'est plus ou moins comme pour la photo. Hein. On retrouve du coup le style de photo, le filtre, etc. Clip de vidéo instantané, ça c'est pas mal. Ça permet en fait, quand vous appuyez sur REC, forcément un petit temps de latence, ça permet de réduire ce petit temps de latence. Format d'enregistrement, donc MP4 ou AVC HD. Je vous conseille fortement le MP4. Qualité d'enregistrement, donc ici on a du 4K ou du Full HD ou du HD. Le 4K à 25p, le 4K à 24p, le Full HD à 50p ou le Full HD à 25p. Le simple HD, on va éviter. Hein. Mais voilà, en gros, ce que je vous conseille, c'est vous filmer en 4K à 25p ou alors en 1080p à 50p si vous avez besoin de plus d'images par seconde. Focus manuel, focus manuel, mode de focus, hein, donc, comme pour la photo. AF continu, en fait c'est pour avoir le focus qui vous suit en vidéo. Mode de mesure c'est comme pour la photo, ça c'est comme pour la photo, comme pour la photo, comme pour la photo. Oui, le micro, tiens. On peut pas brancher de micro sur le GX80, ce qui est un peu chiant. Du coup, il y a un micro qui est sur l'appareil directement. Hein. Donc, on peut afficher le niveau du micro, ça peut être utile. Parce qu'on peut pas non plus brancher de casque hein, sur le GX80. Donc, la seule façon de savoir si le son fonctionne correctement, c'est d'avoir le vumètre. Donc, si j'appuie ici, affichage le niveau du micro, vous voyez que maintenant, à gauche, quand je parle, on a le niveau du son. Tac, je le désactive. Ici, c'est pour régler la puissance, enfin la sensibilité du micro plutôt. Ensuite, ici, on a un petit système de réduction de bruit. Il vaut ce qu'il vaut, hein, forcément. Les micros de l'appareil ne sont pas tip-top. Ils sont là, ils existent, c'est bien. Maintenant, dès que vous allez filmer en extérieur, il y aura du bruit. Vous pouvez activer la réduction de bruit, mais bon, c'est pas ça qui va vraiment changer la donne. Ensuite, ici, dans le mode de personnalisation, donc ici, on peut régler les modes C1, C2, C3. Mode discret, donc là, ça désactive le flash et la lampe de mise au point. Donc par exemple, tac. Alors oui, il faut que je mette en mise au point. Il faut mettre en mise au point automatique, voilà. Alors là, ça se voit pas en fait à la caméra, mais
vous le savez, il y a la petite lumière rouge de mise au point qui peut s'afficher. Si, tac, je repasse comme ça. Si, donc forcément, c'est pas très discret, hein, surtout, on peut les activer. AF lock et AE lock, j'ai déjà expliqué ce que c'est. Déclenchement à mi-court, c'est-à-dire que ça va déclencher la photo, même si vous appuyez pas complètement sur le déclencheur. AF rapide, donc ça permet de modifier la vitesse de l'autofocus. En mode vidéo, c'est très pratique puisque si on a besoin que l'autofocus soit très réactif, on va vouloir du coup mettre ce réglage sur oui. Ça en fait, lampe assistage autofocus, c'est pour permettre de faire une mise au point dans un environnement sombre. Donc pendant un certain temps, après, pendant le temps du focus, la lampe d'assistant de mise au point va s'allumer, donc du coup votre exposition ne sera pas bonne, c'est le temps de faire la mise au point. Ici, un réglage qui peut être pas mal de temps en temps, c'est-à-dire que ici vous pouvez prioriser soit le focus, soit le déclenchement. Donc c'est-à-dire que si vous avez absolument besoin que le déclenchement soit rapide, vous pouvez du coup mettre priorité déclenchement. C'est-à-dire que même si le focus n'est pas fait, ça va prendre la photo. Donc vous ferez forcément quelques photos floues, mais si jamais, pour une raison ou pour une autre, la mise au point est quasiment bonne ou presque bonne, mais que ça ne déclenche pas, ça peut être frustrant. Donc on peut vouloir mettre la priorité sur le déclenchement. Autofocus plus manuel focus, donc là c'est pour ajuster manuellement le focus, même quand on a un mode autofocus. À vous de voir si c'est utile ou pas. Là le guide, en fait, alors, vous avez, alors, tac, je mets comme ça, je suis en mode, je sais plus je suis en quoi. Je vais remettre en, tac, manuel. Vous voyez que là, j'ai ma petite aide, la montagne et la fleur pour savoir où est mon focus. Si je veux désactiver ce truc, je me mets sur non, tac, et là, du coup je n'ai plus la montagne et la fleur. Pourquoi vous voulez désactiver ça? J'en sais rien. Moi, je préfère toujours l'activer parce que ça peut toujours être utile. Le focus picking, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le petit liseré que vous allez voir quand la mise au point est faite sur un objet. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer la détection. Donc si vous voulez qu'il soit plus ou moins présent. L'histogramme, vous pouvez l'activer, désactiver. Les grilles, on a le classique, la règle des tiers. On a le truc du centre et on a une position qui peut être configurée comme on veut, donc ça peut être bien. Si par exemple on a notre point de force, on veut toujours notre point de force ici, on peut le régler et comme ça si on veut par exemple dans un diaporama que notre sujet soit toujours placé au même endroit, on peut régler ce point de force. Généralement je mets sur la règle des tiers moi. Haute lumière, donc là ça permet de montrer les zones qui sont saturées, les zébras saturés, cramés, les zébras c'est pareil. Affichage réel monochrome, donc ça c'est, en fait si vous voulez basculer l'image en noir et blanc, hein. Donc ça prend pas, enfin c'est pas pour régler la... Ah oui, vous l'avez pas vous sur l'écran. Tac, je vous montre. Enfin je vous montre. Je sais pas si ça va vraiment se voir, mais en gros là, oui ça se voit. Ce que je vois dans l'écran est en noir et blanc. Donc ça permet, si vous savez que vous allez passer les photos noir et blanc, ça vous permet de le voir directement ici. Bon, c'est pas vraiment utile, j'ai jamais utilisé cette fonctionnalité. Aperçu constant, donc ça c'est pour avoir l'ouverture et la vitesse qui se matérialisent sur votre aperçu. Ce qui peut être dérangeant en fait, vous pouvez le désactiver. Donc ça c'est pour afficher les mesures d'exposition, oui ou non. Ça c'est pour désactiver du coup les informations qu'on a sur l'écran. Donc ça c'est pour le viseur. Donc on peut choisir d'avoir les infos sur l'image ou alors en dessous. Ici c'est pour l'écran, c'est pareil. Donc par exemple, tac, si je fais ça, alors vous ne le voyez pas sur l'écran, enfin sur la vidéo là, mais si je passe comme ça, vous voyez que la partie où je vois l'image est plus petite et pour ne pas être superposée avec les réglages. Alors que si je repasse comme ça, tac, j'ai mes réglages qui sont superposés à l'image.
Moi, généralement, de toute façon, j'utilise le DISP si jamais ça me dérange, plutôt que d'utiliser ce paramètre. Afficher les informations à l'écran, donc ça vous pouvez le désactiver. Afficher la mémoire, donc ça c'est pour afficher le nombre de photos qui vous restent sur votre carte SD. Là, c'est pour la durée en fait d'enregistrement. Prévisualisation auto, donc ça c'est pour quand vous prenez une photo, ça va afficher l'image pendant 2 secondes. Vous pouvez augmenter cette durée ou la désactiver. Moi j'aime bien généralement quand je prends une photo de l'avoir affichée tout de suite après, d'être sûr au moins de la mise au point. Réglage des touches fonctions, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est pour régler les touches fonctions de l'appareil. Quick menu, donc ça c'est quand on appuie sur la petite poubelle. On a le menu rapide là, on peut le configurer aussi, donc là c'est en mode preset, donc c'est le mode basique en fait, mais si je fais custom, tac, merde. Voilà, si je me suis en mode custom, voilà, c'est comme ça, et je peux placer les menus comme je veux. Voilà, moi je trouve que le truc de base, il est pas mal, je vais laisser en preset. Réglage de molette, oui, donc ça c'est pratique, puisque des fois, suivant les marques, ça peut changer. Donc ça permet ici de choisir quelle molette fait quoi, et ici le sens de rotation. Voilà. Donc ça c'est utile, si jamais c'est inversé par rapport à votre ancien appareil, vous pouvez le régler ici. Bouton vidéo, donc c'est pour activer ou désactiver l'enregistrement quand on appuie sur le bouton REC. Ça peut être utile des fois de le désactiver, généralement dans le sac, dans le sac si on n'éteint pas l'appareil, qu'on laisse dans le sac. Ensuite, détecteur de l'œil, donc ça c'est comme je vous expliqué tout à l'heure, c'est le LVF, donc soit l'œilleton et l'écran qui sont tous les deux activés en mode, qui switchent en mode automatique, soit que l'écran ou soit que l'œilleton, et on peut ici régler la sensibilité de la détection de l'œil pour que ce soit très réactif, soit moins réactif. Donc si jamais comme vous c'est énervant quand vous avez une casquette, etc., vous pouvez ici baisser la sensibilité pour voir si ça résout le problème, mais je sais que pour moi ça n'avait pas résolu le problème, donc il y a le petit bouton qui est là qui fait l'affaire. Ensuite, réglage des touches, donc ça c'est pour régler les petits boutons qu'il y a sur le pavé tactile. Ici c'est pour la vitesse du défilement, des affichages. Donc là en haut rapide, bon, à vous de voir. Guide des menus, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est, et sans objectif, donc ça permet à ce que l'appareil déclenche, même si l'objectif n'est pas reconnu, ça peut arriver. Ou alors si vous avez un objectif un peu custom qui peut ne pas être reconnu, ou alors si vous faites, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez quand vous savez, il y a un principe de prise de vue quand on fait un trou très petit sur un capuchon par exemple d'appareil photo, je ne sais plus comment ça s'appelle, là ça m'est sorti de la tête, mais bon, bref, ça peut du coup être utile si vous faites ce style de photo, de pouvoir déclencher sans objectif. Ensuite, ou juste simplement pour, si jamais l'appareil a un problème, pour pouvoir voir pour voir quel est le problème. Alors, maintenant ici, bon, c'est des configurations des configurations, on va dire, techniques de l'appareil. Donc ici, si vous voulez accéder au manuel en ligne de l'appareil photo, vous pouvez ici voir le lien. Bon, c'est un peu chiant à recopier, je vous avoue. Du coup, il y a un QR code qui est là. Donc, du coup, si vous le scannez, vous allez accéder au manuel de l'appareil, ce qui est vraiment très pratique, plutôt que d'aller chercher sur Internet ou quoi. Ici, au moins, vous flashez le QR code et ça marche tout de suite. Réglage de la date et de l'heure, donc là vous pouvez le voir que c'est pas du tout à jour chez moi, mais ça c'est un réglage qui est extrêmement important en vrai, hein, puisque là si je m'amuse à prendre des photos avec mon appareil et que c'est réglé la date de 2018 à 21h28, du coup la date qui sera sur mes photos ça va être ça. Donc quand vous allez trier vos photos, ça peut être chiant de ne pas avoir la bonne date, n'est-ce pas? Donc à régler. Et là pourquoi moi c'est mal réglé, puisqu'en fait quand vous laissez éteindre votre appareil trop longtemps, du coup la batterie elle va être complètement morte, il y a même la pile qui est à l'intérieur de l'appareil qui permet justement de garder en mémoire la date et l'heure, va être déchargée. Donc par exemple si ça fait 6 mois que vous n'avez pas utilisé l'appareil photo, vous allez rallumer, il va vous demander la date et l'heure.
Et du coup, réglez-la bien. Bon, ça c'est pour régler quand on est en mode voyage. Je vous avoue que j'ai jamais fait ça de ma vie. Wi-Fi, j'aurais pas dû cliquer dessus. Ça permet voilà, de configurer du coup la fonction réseau de votre appareil. Donc si vous voulez connecter à votre téléphone ou avec votre ordinateur, c'est ici que ça se trouve. Le bip, donc ça c'est le son du déclenchement. Vous pouvez choisir de l'activer ou de désactiver. Ça peut être chiant. Du coup, je vous conseille plutôt de désactiver. Affichage réel, donc là c'est pour la fréquence d'image de votre écran. Je vous avoue que 60 fps, je vois pas trop l'utilité, ça va bouffer plus de batterie, etc. Donc 30 fps c'est bien, ça suffit généralement. Écran, donc là c'est pour la luminosité de l'écran, le contraste, etc. Je vous conseille de laisser ça neutre, puisque sinon en fait, par exemple si vous augmentez le contraste de l'écran, ça ne veut pas dire que le contraste va être augmenté sur votre photo. Et là c'est pareil pour la luminosité. Si vous baissez la luminosité de l'écran, vous allez avoir l'impression que les photos sont sous-exposées, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, c'est pareil, la luminosité de l'écran, on peut régler de manière automatique ou de manière plus ou moins importante. Moi, je mets toujours au plus sombre, et si j'ai besoin, j'augmente. C'est-à-dire que en plein soleil, c'est vrai que des fois, on voit rien sur l'écran. Donc, on peut augmenter ici la luminosité de l'écran. Mais encore une fois, il faut faire gaffe, puisque plus c'est lumineux, plus ça bouge de la batterie. Et ça ne veut pas dire que vos photos sont plus lumineuses. Hein. L'exposition, il faudra faire attention aussi. Économie, donc là c'est pour voilà, mettre en veille automatiquement, etc. Je vous conseille de le faire, de mettre une veille automatique. Permet d'éviter de bouffer la batterie si vous oubliez d'éteindre votre appareil dans votre sac. Mode USB, donc ça va dépendre de comment vous connectez votre appareil, votre ordinateur. Connexion TV, c'est pareil. Par exemple, moi, pour que vous puissiez voir là actuellement les réglages, j'ai mis affichage d'information HDMI. Si je le désactive, tac, là vous ne voyez plus les infos du menu. Donc ça dépend de si, voilà, si vous voulez par exemple avoir affiché l'écran de votre appareil mais ne pas voir les menus, vous pouvez le désactiver ici. Le couleur d'arrière-plan, donc ça c'est pour changer l'arrière-plan des menus, enfin la couleur d'arrière-plan des menus. Information menu. Oui, ça permet, voilà, ça permet de virer le bandeau défilant en haut, qui peut être, c'est vrai, assez chiant, mais bon, c'est plutôt utile. Des fois, quand on veut se rappeler vite fait de à quoi sert un réglage. La langue, ben, c'est pour régler la langue de votre appareil. Donc, du coup, s'il est mal réglé, si en anglais, pardon, vous pouvez le mettre en français ici. La version, ça permet de vérifier la version du boîtier. Là, c'est pour restaurer. Ah oui, ça, c'est pas mal ça. C'est pour restaurer la valeur de la compression et exposition. Donc ça, c'est très pratique, puisque ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que la valeur de compression et d'exposition soit réglée par exemple à plus 3. J'éteins mon appareil, je le rallume le lendemain, j'ai oublié que c'était sur plus 3, du coup j'ai l'impression que toutes mes photos sont surexposées. Donc, voilà. C'est bien de remettre à 0 ce paramètre à chaque fois. Là, c'est pareil pour le retardateur. Là, alors, non, je vais faire non. Là, c'est pour remettre à 0 le numéro des fichiers. Donc, les photos, bien sûr, quand vous allez prendre une photo, ça s'incrémente au fur et à mesure des prises de vue. Là, c'est pour restaurer totalement l'appareil photo. Là, c'est pour restaurer les paramètres Wi-Fi. Là, c'est pour rafraîchir les pixels. Donc ça peut être bien si vous avez un pixel qui est défaillant. Puis ça peut arriver que sur un appareil, des fois, il y ait des shifts de couleurs au niveau de certains pixels, ou etc. Donc ça peut être utile de faire ça. Nettoyer le capteur, donc c'est pour éliminer les poussières, voilà, comme c'est écrit en haut, etc., etc., etc. Et paramètre un des plus importants de l'appareil photo, c'est pour formater l'appareil. Formater la carte SD. Donc ça, très important. Ne supprimez pas les photos sur la carte SD à partir de votre ordinateur ou alors à partir de votre appareil photo, puisqu'il y aura des fichiers résiduels qui vont rester. Donc si par exemple vous avez l'habitude de supprimer les photos une à une sur votre appareil, sur l'ordinateur, il y aura des aperçus, etc. Du coup, il peut y avoir des confusions au niveau de l'appareil sur le numéro des photos, etc. Quand vous avez mis les photos sur votre disque dur ou sur votre ordinateur,
vous formatez votre carte SD. Comme ça, tout est remis à zéro au niveau de la carte SD, tout est supprimé, il n'y a plus de fichiers résiduels et vous repassez sur de bonnes bases. Ça, c'est ce que je fais à chaque fois que je pars en shooting. Je remets une carte SD dans mon appareil. Les photos qui étaient dessus, forcément, je les ai déjà mis quelque part en backup. Je formate la carte et c'est reparti pour le shooting. Voilà. Toujours faire ça avant de faire un shooting. Ne jamais supprimer les photos directement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Pas grand-chose, il nous reste juste ici. Donc ici, c'est les réglages au niveau de la lecture des images sur l'appareil. Bon, je ne vais pas m'apesantir dessus. Donc là, c'est pour le diaporama. Là, c'est pour les différents modes de lecture, etc. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Je vous avoue que jamais je regarde mes photos sur mon appareil. Il y a juste ça qui peut être chiant. La rotation automatique des images quand vous bougez l'appareil. Donc ça veut dire que si vous prenez une photo portrait, vous voulez la voir en plein écran et pas en tout petit, il faut que vous tourniez l'appareil. Donc si jamais ça ne marche pas, ça peut être désactivé ici. Et ensuite le reste, bon, voilà, c'est pas très important. Si, ça c'est important, par contre, confirmation d'effacement. Je vous conseille de mettre non d'abord, puisque une mauvaise manip, et vous pouvez supprimer des photos sans faire exprès. Mais encore une fois, je vous déconseille de supprimer les photos à partir de l'appareil. Bon, on a fait le tour, c'était long. Je ne suis pas rentré dans les détails exprès, sinon ça sera encore plus long. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ou alors encore mieux, à venir sur mon site. Il y a un espace d'échange exprès. Vous pouvez échanger entre vous. Je passe bien sûr sur les différents espaces de discussion pour discuter aussi avec vous. Donc, vous pouvez rejoindre cet espace pour qu'on puisse discuter. La section des commentaires aussi de la vidéo est là pour ça. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre un like si ça vous plaît. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Donc, si vous avez des retours à me faire, je suis preneur. Et d'ici la prochaine vidéo, du coup, on a fini avec le Lumix GX80. Normalement, je ne ferai plus de vidéos, en tout cas, c'est pas prévu que j'en fasse tout de suite de nouvelles. On va passer sur d'autres appareils photo et aussi sur des vidéos un peu plus globales sur le monde de la photo. Voilà, à bientôt!